Cette semaine, on se déplace dans Sainte-Dorothée à Laval. On a la rivière à côté, un boisé derrière. On s'en va découvrir le boisé L'Orée des Bois et on s'en va observer des oiseaux ensemble. Allez, c'est le temps de mettre le nez dehors. Aujourd'hui, pour venir observer les oiseaux dans l'Orée des Bois, un grand passionné d'ornithologie, Jean-Sébastien Guénette, directeur général de Québec Oiseaux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation pour venir dans ce boisé. Que tu connaissais déjà, ce boisé, l'Orée des Bois? Un peu de nom, mais je suis jamais venu encore. Bon. Mais c'était une première. Et tu es venu pas seul? Non, Bien accompagné. Oui, ça paraît un peu lourd, mais on verra, on expliquera tout à l'heure un petit peu tout ce que tu traînes ici. Tout à fait. Et là, déjà, on vient d'entrer dans le boisé. Déjà, on entend des chants. Oui, on entend le chant du viré aux yeux rouges qui nous accueille. Donc, déjà, le viré aux yeux rouges. oui, un peu difficile à voir. C'est un oiseau qui est verdâtre et qui se tient dans le feuillage. Donc, Ah bon, bien, on va tenter d'aller le voir, peut-être avec oui, on va essayer de le trouver. ta grosse lunette. Oui. On va y aller. OK. L'Orée des Bois, c'est un boisé qu'on va visiter aujourd'hui qui fait partie, en fait, qui est protégé, si on peut dire, par le Club 4H, les Clubs 4H au Québec. Et je suis accompagnée de Chantal Lacasse, qui est chargée de projet pour les Clubs 4H. Et je dis, vous protégez. En fait, votre mission, c'est un peu l'écologie, sensibiliser les jeunes surtout au respect de l'environnement. Et le boisé ici, l'Orée des Bois, vous le protégez. C'est un peu un de vos nombreux bébés, quand même. Oui, c'est ça, exactement. Bébé, c'est le Ouais. bon terme. En fait, les Clubs 4H, c'est ça, c'est un organisme qui sensibilise les jeunes à l'écologie et l'environnement par le jeu. Donc, nous, on travaille beaucoup avec une école adjacente au boisé qui porte le même nom, qui est l'école Orée des Bois. Puis, on fait beaucoup d'activités avec les élèves et c'est des élèves de primaire. Donc, eux, ils viennent dans le bois, ils font des activités parce qu'on veut valoriser ce boisé-là. Puis, en même temps, on travaille beaucoup à conserver ce boisé-là. On a fait des panneaux d'interprétation. On organise des activités conjointement avec la Ville de Laval dans le boisé pour les citoyens. Oui, parce que les citoyens viennent quand même. Il y a les élèves qui viennent pour des sorties déjà prévues. Oui. Mais les citoyens aussi, que ce soit du quartier ou d'un peu plus loin de Laval, c'est un boisé qui est quand même assez prisé parce que là, on va explorer aujourd'hui. C'est petit, mais quand même, c'est proche de l'eau aussi, il faut dire, ce qui est un avantage. Oui, c'est ça. C'est assez particulier parce que c'est quand même un petit boisé qui a seulement 8 hectares. Donc, c'est pas tellement grand, sauf qu'il y a plusieurs différents peuplements. Donc, on a des peuplements qui se trouvent en bordure de rivière. On a des peuplements de milieu humide parce qu'il y a un petit milieu humide que j'imagine vous allez passer devant tout à l'heure. Ah oui, alors, c'est sûr qu'on va y aller. Il faut pas manquer ça. Non, c'est ça. Ensuite, il y a aussi différents peuplements. Il y a une érablière argentée, il y a aussi un peuplement une érablière à caricordiforme, pardon. Et pour ces deux peuplements-là, l'érablière argentée et l'érablière à caricordiforme, le boisé ici, c'est un EFE, c'est-à-dire un écosystème forestier exceptionnel. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Pour les espèces? Oui, en fait, c'est un EFE parce qu'il est une forêt refuge et parce qu'il est une forêt rare. Rare. Donc, on va bien sûr aller voir les richesses et on peut le voir, on voyait sur le panneau aussi de remplir nos sens de richesse. C'est un peu ça aussi. Puis les jeunes qui viennent, entre autres, c'est pour la plupart peut-être un premier contact réel avec la nature, proche. Et on le voit, l'école qui est juste en arrière ici. Donc, déjà, on fait quelques pas puis on se trouve dans un écosystème vraiment exceptionnel. Oui. Et là, il y a des sentiers qui sont aménagés dans le boisé. Oui. C'est environ, je vous dirais, à peu près 1,5 km de sentier là, dans le boisé. Puis il passe à travers ces différents écosystèmes-là qu'on a parlé, donc les différents peuplements, le milieu humide, et on peut avoir accès à la rivière des Mille-Îles aussi, qui est tout à côté. Bien, c'est ça. Puis là, nous, aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux oiseaux dans le boisé. Il y en a beaucoup qui ont été répertoriés dans ce boisé. Oui, il y a un bénévole qui fait partie du Club d'ornithologie de Laval qui nous a fourni une liste d'oiseaux qui étaient dans le boisé, puis il y en a quand même plusieurs variétés. Donc, j'espère qu'on va être chanceux aujourd'hui, puis on Bien, c'est ça. On est toujours dépendant un petit peu de la journée. Les espèces, on les contrôle pas. Là, c'est un temps, un peu couvert, mais quand même, je pense que l'idéal, peut-être, pour observer, il fait pas trop chaud, pas trop froid. On va aller explorer ça. Vous allez nous suivre quand même. Bien oui, c'est ça. On voit ici le premier panneau d'interprétation.
Oui, Plus sur les plantes ici. En effet, donc il y a plusieurs panneaux, il y en a 14. Il y en a un sur les plantes, sur les mammifères, il y a les oiseaux terrestres, les oiseaux aquatiques. Il y en a sur l'importance des îlots de fraîcheur dans les milieux urbains. Îlots de fraîcheur, pour faire le contraste à îlots de chaleur qu'on entend de plus en plus souvent parler. Donc, tout au long des sentiers, il y a des panneaux sur différents sujets, sur les écosystèmes, sur les animaux, sur la flore du boisé. Donc, c'est vraiment axé sur ce qu'on retrouve dans le boisé ici, de l'Orée-des-Bois. Ici, on se trouve dans le peuplement qui est l'érablière acariée cordiforme. Donc, ici, on voit beaucoup d'érables autour de nous. Puis, si on descend un petit peu plus bas dans le sentier, on va probablement y passer tout à l'heure, on va pouvoir voir plus du carrier cordiforme, qui sont des sortes d'arbres À noix aussi, le carrier, non? Il y a une noix sur le carrier? En fait, son fruit, on peut peut-être en trouver au sol régulièrement quand on se promène ici. Un fruit du carrier cordiforme, pardon. Un carrier, bien c'est ça, c'est un fruit noix un peu. Il y avait notre invité de la semaine dernière, François Brouillard, qui disait qu'il, lui, il trouvait ça bien intéressant, les carriers, que c'était quand même un arbre rare présent à Laval, mais qu'on pouvait manger les noix de ça. En fait, fruits, noix, mais... Je me suis jamais risquée à les manger, je vais vous avouer. En fait, peut-être pas celui-ci, là. C'est sûr que lui, on l'a trouvé par terre, oui. Effectivement, ça a l'air d'une noix. Si vous voulez faire le test, on vous regarde. C'est comme... Ça a l'air un peu dur, hein? Ça a l'air comme brun, noir, pourri. Oui, mais ça se peut, hein? On l'a pris par terre. Donc, peut-être plus les noix qui sont directement cueillies dans les arbres. En fait, c'est une noix de l'année passée. C'est possible. Magnifique, là, notre carrière. Dans le fond, aussi, avec les espèces d'arbres, est-ce que les oiseaux changent aussi, ceux qui s'approchent? Est-ce que les arbres, ça influence beaucoup sur les types d'oiseaux qui vont se tenir proche des arbres? Est-ce qu'il y a un lien entre... Bien, c'est sûr que chaque habitat a sa communauté d'oiseaux différents. Donc, les oiseaux d'érablière ne sont pas les mêmes qu'une forêt de conifères ou qu'un milieu ouvert où on a parlé tantôt qu'il va y avoir un milieu humide un peu plus loin. C'est sûr qu'on a des communautés d'espèces différentes qui sont associées à chacun de ces milieux-là. Tout à l'heure, on parlait du viréo aux yeux rouges. Est-ce que ça se tient auprès de certains arbres particuliers? Ça, c'est un oiseau qui est vraiment typique des érablières. OK. Dès qu'on rentre dans une érablière dans le sud du Québec, on est pratiquement garanti d'avoir un viréo aux yeux rouges qui nous accueille à l'entrée. Donc, on a identifié les érables et le viréo aux yeux rouges. Donc, ça va bien. Pour l'instant, la combinaison est bonne. On va descendre un petit peu ici. On va aller voir. Mais je viens de voir passer... On voit on entend beaucoup les oiseaux. Hein? L'observation d'oiseaux, ça se fait beaucoup par les oreilles, hein? C'est ça? Ça dépend des milieux. C'est sûr que quand on est dans un milieu ouvert, un milieu humide, on voit les oiseaux. Mais quand on est dans une forêt comme ici, on les entend beaucoup plus rapidement qu'on les voit. Donc là, j'entends un petit cri tout à l'heure, c'était un bruant en fait. Mais ici, on n'est pas très loin des maisons. Donc les bruants, c'est des oiseaux qui se tiennent dans les milieux ouverts ou qui peuvent se tenir aussi dans les cours. Ah donc, OK. On est à l'orée de l'orée du bois. Oui, c'est ça. Le bruant. Le petit bruant, là, je crois qu'il est parti dans cette direction-là. Bon, allez, on y va. Le bruant. Et là, des beaux sentiers qui descendent. On va aller... Ça va toujours avec le trépied. On fait une petite virée automnale aujourd'hui. Mais ici, on voit les oiseaux terrestres. Oui, donc ça, c'est toutes des espèces qu'on aurait le potentiel de voir dans le boisé. Et là, on voit ici que c'est marqué les saisons. On peut les voir, printemps, été, automne. Donc, mais là, on ne sait plus trop dans quelle saison. Je ne sais pas si les oiseaux s'ils vont être là. Jaseur d'Amérique, grimpro, brun. Bon, on va voir. Moucherat de Québec. Ah, mais ça a l'air tout petit, ça. Oui, ça, c'est un petit oiseau, puis il crie son nom. En fait, il s'appelle Moucherat de Québec parce qu'il crie Québec, Québec, Québec. Ah, ouais. Oui. Québec. Bon, on va espérer en entendre. Entendre un Québec. Québec! On va tendre l'oreille. Est-ce qu'on peut les attirer, les oiseaux? Est-ce qu'on peut, tout à l'heure, faisait des petits bruits? On peut faire des bruits pour les attirer. Oui. On appelle ça on shrink. On fait... Ça peut attirer plusieurs... Ah ouais? Oui, il y a plusieurs espèces qui répondent à cet appel-là. Ils sont curieux, ils viennent voir qu'est-ce qui se passe. Ça nous permet de... On entend. C'est notre ami Viréo qui nous suit. Et là, ici, on est comme dans presque une semi-clairière. Mais ça ne change pas encore. Là, les arbres ici, c'est... C'est encore une érablière. Oui. Ici aussi,
tout à l'heure, je parlais que les EFE, ici, le boisier ici est un EFE pour espèces rares, espèces refuges. Donc ici, dans le boisier, il y a beaucoup d'espèces de végétaux qui ont des statuts. Comme exemple, l'érable noir, qu'on retrouve régulièrement dans la forêt ici. Il y a le micocoulia occidental, qui est un arbre aussi. Par contre, il peu de temps, a perdu son statut d'être susceptible, désigné, menacé ou vulnérable. Par contre, c'est un arbre qui demeure préoccupant. On retrouve donc, il y a des espèces protégées, si on peut dire, oui, sont ici, des espèces végétales qui sont menacées ou vulnérables. Menacées ou vulnérables. Et aussi, il y a déjà eu le quiscal rouilleux qui a été observé dans le boisier ici, qui est une espèce d'oiseau qui a aussi un statut. Ah ouais? Ah. Ça, c'est une espèce qui est préoccupante. Mais bon, c'est ça, c'est une espèce qui a sûrement été vue durant sa migration et qui ne niche pas ici. C'est un oiseau qui niche vraiment dans les milieux humides, essentiellement en forêt boréale. Le quiscal, c'est pas un oiseau noir? Ça? Oui, c'est un oiseau noir. Mais celui qu'on voit habituellement, c'est le quiscal bronzé. Ah, c'est ça. Le gros oiseau noir avec la grande queue. Puis qui a des reflets là, violets, bronzés. Mais lui, c'est le quiscal rouilleux, il est un peu plus petit, la queue est plus petite aussi. Ça ressemble en fait, pour les gens qui s'y connaissent, c'est comme un cas rouge, mais pas d'épaulettes. Oui, OK. Donc, dans la taille. Oui, en termes de taille. Okay. Puis Ah, là, on a... C'est encore le viréo qui il nous suit tout le temps. C'est notre ami aujourd'hui. Il va nous suivre toute la journée. Ah oui? Il nous a adoptés, le viréo aux yeux rouges. Oui. Qui a vraiment les yeux rouges. Oui, là, oui, vraiment, quand on le voit c'est difficile de le voir de près, mais quand on le voit de près, on voit vraiment l'œil rouge. Puis bon, c'est un oiseau, il y a le viréo aux yeux rouges, mais on a aussi le viréo à tête bleue, le viréo mélodieux, qui sont des espèces qu'on voit assez fréquemment probablement dans le boisé ici, mais dans l'aval. Puis là, en même temps, je viens d'entendre un pioui de l'Est là, qui... Un pioui? Oui, pioui. Le fameux pioui, qui lui aussi crie « pioui ». Il est loin, là. On peut aller le retrouver. On va essayer d'aller les retrouver. Ouais. On va essayer de les voir un petit peu. On va essayer de les trouver. de les voir. Mais là, on est quand même bien équipés. Oui, on devrait. Mais là, ça presque on dirait un télescope. Là, oui, c'est un télescope. Ouais. Ça, c'est surtout pour observer dans... Je l'ai amené pour quand on va arriver près de la rivière ou dans le milieu humide. Si on a un oiseau posé loin, bien... Ça, c'est vraiment télescope, jumelle, appareil photo. Oui. C'est le kit de luxe, quand même, de luxe. C'est ça. Normalement, je suis pas sûr que j'aurais amené tout ça en même temps. Oui. Parce que, bon, c'est ça, faire de la photo, l'appareil, les jumelles, le télescope, souvent, on amène un ou deux de ces appareils-là. Oui, parce que là, ça devient un petit peu un entraînement physique. Oui, après 2-3 heures, ça commence à être lourd sur l'épaule. On changera. Tout à l'heure, on fera un relais pour un télescope. Bien là, peut-être qu'on va voir, mais on va s'approcher tranquillement de l'eau. Il y a des oiseaux rapaces même ici. Oui, c'est ça, effectivement. Pour les amateurs d'ornithologie, ici, il y a des oiseaux rapaces. Un petit. Effectivement. Donc ici, depuis plusieurs années, il y a un épervier de Cooper qui fréquente le boisé. Donc, on sait où son nid est situé. On va essayer de le repérer aujourd'hui pour le bienfait de l'émission, pour pouvoir le montrer. Pour pouvoir dire que c'est réel. Oui. On a une belle... Ah, il y a des donc, je ne sais pas si... Oui, bien, on va... C'est lequel? On ne l'a pas mis sur la pancarte parce qu'on voulait faire une diversité, puis on voulait aussi montrer les autres oiseaux rapaces qu'il y avait dans le boisé. Donc là, celui qu'on veut trouver aujourd'hui, c'est lequel? L'épervier de Cooper. Ouais. De Cooper. Sur la pancarte, on a l'épervier brun qui lui ressemble beaucoup. L'épervier brun, en fait, il est juste un format miniature de l'épervier de Cooper. Les deux sont même couleur. C'est vraiment juste la taille qui est... Le nid, normalement, ça devrait être dans un arbre très haut. Souvent, ça va peut-être dans la fourche de branches assez, ou peut-être une dizaine de mètres de hauteur. C'est sûr qu'au printemps, quand on vient ici, on le voit bien, avant que les feuilles soient poussées, on voit bien le nid parce qu'il se fait plusieurs années qu'il revient et il fait son nid au même endroit. Donc, si on est chanceux, on devrait l'apercevoir aujourd'hui à travers les arbres. Donc là, on se prépare à attendre quoi, 2-3 heures? On a entendu... quelque chose qui a volé ici. Qu'est-ce qu'on entend? C'est un écureuil? C'est le cri du viréo. C'est son cri encore? d'alarme. Ah oui? Probablement on en entend plusieurs en même temps, donc probablement qu'il y a une interaction peut-être à la limite de deux territoires de une viréo. guerre de gang. Une guerre de gang. OK.
Donc là, on arrive à un marais qui, on dirait un peu une eau stagnante, mais c'est relié à la rivière quand même, ça ici? Oui, effectivement, à chaque printemps, l'eau de la rivière va monter et va venir créer un milieu humide qu'on a ici. Puis en plus, ici, on se trouve dans un peuplement d'érablières argentées. Les érables argentés, ce sont des arbres... Ceux qu'on voit dans l'eau. Effectivement, eux autres aiment ça avoir les pieds dans l'eau. Ah. Donc, puis souvent, il y a une autre particularité, c'est qu'ils vont avoir plusieurs troncs là, reliés à la même base. Dans le marais ici, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on peut observer de la tortue peinte. Donc ça, c'est pas rare, surtout au printemps. Il va y avoir des wawarons. Il y a aussi la grenouille léopard qui a été vue ici. Oh, on en voit un. Oui, justement, sur le tronc d'arbre qui est devant nous. Ça ressemble vraiment à un bout d'arbre. Là. Oui, c'est à s'y méprendre. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Ici, il y a des fois, il y a des petits poissons qui vont partir de la rivière, qui vont venir pondre leurs œufs ici. Puis au printemps, ils vont pouvoir, les petits alevins, les petits bébés, finalement, quand ils vont pouvoir éclore, ils vont pouvoir retourner à la rivière. Donc la rivière des Ménil, là, elle est vraiment tout près. Elle nous entoure mais ici. Là, est-ce qu'il y en a encore qui sont à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a qui peuvent rester pris? Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Si l'eau s'assèche rapidement, puis les poissons ne retournent pas à la rivière. Parce que là, en ce moment, s'il en reste... oui, c'est ça. Donc, malheureusement, s'il en reste, sortir, c'est un phénomène qui arrive souvent dans les marais, là, dans les petits boisés. Ici aussi, on a un couple à chaque année de colverts qui vient dans ce petit milieu-là. C'est leur territoire, ça leur appartient. Puis tu vois souvent le mâle là, qui vient chasser les autres mâles qui viennent dans le petit milieu ici. Donc c'est intéressant pour voir le comportement animal. Ah oui, comportement animal. On pourrait souvent faire des liens avec l'humain. Oui, Là, on arrive proche de la rivière qui est derrière nous. Oui, exactement. Elle est derrière nous et sur le côté ici. Ah, bon, on va marcher vers la rivière. Peut-être qu'on va être plus chanceux que... Peut-être pour voir des oiseaux aquatiques. Oui, ça serait le fun. Oui. Parce qu'on n'a pas été trop chanceux dans notre recherche de l'épervier de Cooper. Son nid, en tout cas, on le cherche encore. Là. C'est un peu ça la beauté avec les animaux, tu sais, c'est que c'est comme une chasse à la curiosité, à la patience, à la patience, qui se laisse désirer. Puis quand on en voit un, là, on est heureux, on est content, on l'apprécie. Donc là, on est vraiment sur la berge, sur le bord de la rivière. On voit ici le panneau des oiseaux aquatiques. Il y en a quand même plusieurs qui ont été répertoriés. Oui, on peut voir le canard branchu, puis en plus, nous, on a installé des nichoirs pour... Oui, c'est ça, on en voit un au loin. Oui, il y en a quelques-uns un peu partout le long de la rivière. Donc, si jamais les gens circulent, on leur demande justement de ne pas approcher les nichoirs pour que la nidification puisse bien se dérouler et être à terme. Et donc, c'est ça, on retrouve plusieurs oiseaux. Ici, la bernache du Canada, c'est pas rare de la voir. J'en ai même déjà vu avec leurs petits bébés ici. Il y a le canard colvert aussi qui est toujours très populaire, toujours très présent ici. Au moins, peut-être que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Là. Tout à l'heure, je voyais les petits... bien, on voit des petits bébés. Oui, ça, c'est des canards colverts. Donc, on les reconnaît, la tête verte. C'est le canard qu'on voit qui est vraiment le plus connu, le plus commun. Donc, bon, c'est peut-être ce qui va nous sauver aujourd'hui. Oui. Bien, on entend beaucoup d'oiseaux. Là, j'entends un tyran huppé en ce moment, mais bon, c'est sûr, c'est difficile à filmer parce que c'est encore un oiseau qui se tient dans le haut des arbres. Mais en termes de ce qu'on entend à date, on a une belle diversité. C'est au niveau visuel. Parce qu'il y a des heures quand même pour l'observation d'oiseaux aussi. Là, on est peut-être un peu mi-journée. Oui, c'est sûr que les observateurs d'oiseaux, c'est des gens qui se lèvent tôt. Les oiseaux sont vraiment le plus actifs, c'est très tôt le matin et en fin de journée aussi. Mais très vraiment, tôt, comme 4 heures du matin? 3 heures, comme le lever du soleil. Là, donc, c'est pas rare de voir des gens qui se lèvent aux petites heures de la nuit pour aller à leur site d'observation, pour être là vraiment au meilleur moment. Ah ouais. Bon, prochaine fois, on viendra à 4 heures. On ne voulait pas se lever trop tôt aujourd'hui. Je viens de voir un bernache, je crois, qui vient de décoller dans la baie. Mais avec les arbres, c'est un peu difficile de les voir. On coupe ça, les arbres. Voyons, ça sert à rien. OK, on va s'approcher, on va aller voir peut-être nos petits amis canards, peut-être. Non, par là, ici. Ah, bien, on en voit un sur... Ah, ben ouais. Oui. Mais là, on prend une petite pause sur le bord de la rivière, Jean-Sébastien, pour parler depuis tantôt, on te voit traîner plein de matériel sur toi. Et là, on va explorer un petit peu ce que tu traînes, qui est un peu, on le disait un peu plus tôt, une espèce de kit de luxe de l'observateur d'oiseaux, de l'ornithologue. Mais là, si on commence par les livres, toi, depuis des années, évidemment, tu as fait appel à des livres pour pouvoir reconnaître les espèces. Bien, c'est sûr que quand on commence
à faire de l'observation d'oiseaux, bien, c'est sûr que le guide d'identification, c'est essentiel. Parce que, bon, juste à Laval, on peut observer environ 300 espèces d'oiseaux. Ah ouais. C'est quand même considérable. Donc, Et reconnaître mâle, femelle, petit. Oui. Puis il y a des autres qui ont un plumage d'été, il y a un plumage d'hiver. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, ce que j'ai amené ici, c'est un guide d'identification. C'est ça, c'est pas Petit un guide? Petit, c'est ça. Non. Il existe en version plus de poche. Puis aussi, on peut mentionner que ça existe même maintenant en version qu'on peut tenir sur un iPhone. Ah, Donc, on l'a dans les poches. Un peu moins lourd que celui-ci, mais quand même très complet. Oui, moi, c'est un peu de Sibley Guide to Birds. Oui. C'est une référence? Oui, ça, moi, je considère que c'est un peu la Bible parce que, bon, pour toutes les espèces, on a tous les plumages qu'on mentionnait tantôt, là, de la saison, l'âge, le sexe, on a tout ça là-dedans. Donc, ça, c'est vraiment la Bible. Puis, comme je mentionnais plus tôt, il existe maintenant en format de poche et en version française, évidemment. Là, moi, comme je l'ai acheté dès sa publication, c'est pour ça que j'ai acheté le gros livre en version anglaise. Ah, puis les noms d'oiseaux anglais-français, bon, c'est souvent des fois assez loin, là, mais c'est bon de savoir dans les deux langues aussi, j'imagine, pour bien communiquer entre les ornithologues. Oui, tout à fait, parce que, bon, l'ornithologie, c'est un loisir qui se fait à la grandeur de la planète, puis souvent, on est en contact avec des gens, ou des fois, on va en voyage à l'extérieur du Québec, puis c'est intéressant de savoir les noms aussi en anglais. Oui. Là, à ton coup, les jumelles. Bien évidemment, les jumelles, après le guide d'identification, c'est la deuxième pièce d'équipement qui est la plus importante pour voir les oiseaux. Ça, c'est des jumelles là, imperméables. C'est grossissement de 10. Donc, l'oiseau paraît 10 fois plus gros dans ces jumelles-là. Il y a un oiseau sur la jumelle. Est-ce que c'est fait vraiment pour l'observation d'oiseaux? Oui, bien vraiment, ça, c'est la marque Swarovski, mais les jumelles sont faites vraiment pour l'observation Swarovski, quand même, ils font des jumelles. Oui, ça, c'est les... C'est de luxe, ça aussi. Haut de gamme, oui, c'est vraiment très, très haut de gamme, ces jumelles-là. Mais on en a pour tous les budgets. Là. Il y a des jumelles qu'on peut retrouver pour 100 $ environ. Donc, même pour commencer, ça vaut la peine. C'est quand même assez de bonne qualité pour pouvoir bien observer. Derrière toi, tu as ton sac photo. Oui, j'ai l'appareil photo. En fait, c'est ça. Dans l'ornithologie, les gens pratiquent ça de plusieurs façons. Ils peuvent observer les oiseaux, mais ils peuvent aussi les photographier. Puis ça, c'est particulièrement dans les dernières années, on a eu de plus en plus de gens qui... Petit appareil. Oui, ça, c'est... Petit objectif. En fait, il y a des objectifs encore plus gros que ça. Moi, c'est une 50-500 mm. Ah ouais? C'est intéressant, mais c'est surtout moi pour documenter. Je pense... Je ne ferai pas de... Photo professionnelle. Photo professionnelle avec ça. C'est vraiment pour documenter ce que je vois, puis c'est tout. Puis... Donc, Mais quand même, avec ça, tu es capable d'aller vraiment prendre une photo rapprochée d'un oiseau, même s'il est assez mais c'est surprenant parce que quand on se promène dans des milieux comme ici, c'est pas rare de croiser des gens qui peuvent avoir pour 15 000 $ d'équipement sur l'épaule. Parce que, bon, il y a des lentilles qui valent très, très, très cher. Là. Donc ça, c'est bon. Peut-être l'étape de plus, une fois qu'on aura un peu débroussaillé les espèces d'oiseaux. Bon, là, tu as la caméra. Et on a derrière ici l'autre pièce d'équipement que peut-être tu traînes moins souvent, là, parce qu'il y a le trépied. Le télescope. Oui, ça, c'est le télescope. C'est vraiment pour rapprocher, pour voir les oiseaux de plus près, mais ceux qui sont vraiment... près d'un cours d'eau comme ici. C'est sûr qu'en forêt, je n'amène pas ça avec moi habituellement. C'est inutile, mais vraiment pour... surtout sur une berge comme ça, pour voir au loin. Là, on voit qu'il y a des oiseaux au loin, ça pourrait être utile. On voit des hirondelles sur la rivière, mais là, je peux pas les identifier. Mais avec ça, oui. Là, Ça, par rapport aux jumelles, ça rapproche de combien? Ça, c'est un 25-75. Donc, ça peut rapprocher jusqu'à 75 fois. Donc, c'est... Quand même. Toi, ton oreille est très habituée. Tu dis, moi, je reconnais une vingtaine d'espèces. Ça fait quand même plusieurs années que tu fais de l'observation. Moi, j'ai commencé à faire de l'observation d'oiseaux. J'avais 12 ans environ. Donc, on te demandera pas ça fait combien de temps, parce que là, on va savoir quel âge ça. Ça ne me dérange pas. Donc, ça fait une bonne vingtaine d'années que je fais de l'observation d'oiseaux. Donc, j'ai commencé mes parents, on avait un petit ruisseau dans la cour, puis il y avait des canards colverts, des grains ronds, des perdrix qui venaient dans la cour. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis après, là, ça a pris plusieurs années avant que je découvre qu'il y avait d'autres personnes qui s'intéressaient à ça.
Donc, moi, j'observais les oiseaux dans ma cour uniquement. Puis là, après ça, j'ai joint un club d'ornithologie. C'est ça, il y en a beaucoup de clubs quand même. Oui, au Québec, on a 33 clubs d'ornithologie. Donc, il y en a dans toutes les régions administratives du Québec. À Laval, c'est le Club des observateurs d'oiseaux de Laval, qui est un club très actif dans la région. Puis là-dedans, Québec Oiseaux, on le disait en introduction, tu es le directeur général de Québec Oiseaux. C'est un peu comme l'organisme... Nous, on est l'organisme national de loisirs. Ça. Donc, tous les clubs d'ornithologie sont affiliés à Québec Oiseaux. On organise des activités provinciales. Là, on vient de passer au travers du Grand Défi Québec Oiseaux, qui était une activité de collecte de fonds qui s'est terminée il y a quelques semaines. L'hiver, on organise la vie course d'hiver. Donc, c'est une espèce de compétition amicale entre les observateurs d'oiseaux pour un peu les stimuler à sortir quand il fait moins 20 degrés. Oui, ça, c'est peut-être moins évident. Il faut être bien habillé, parce que surtout, il faut être très patient aussi, c'est ça, une grande vertu, donc pas trop bouger ou marcher. Oui, mais en hiver, on marche un peu plus. Pour se réchauffer, mais aussi les oiseaux, il y a beaucoup moins d'espèces en hiver, donc c'est sûr qu'il faut se déplacer un peu plus pour les trouver. Sinon, on organise aussi un congrès à chaque 2 ans, là, puis tous les observateurs d'oiseaux participent à ce... pas tous, là, il y en a beaucoup plus d'observateurs d'oiseaux, mais il y a quand même 400 ou 500 personnes à chaque année qui viennent. On va dans des lieux comme ici, qui sont proches de notre résident. On n'a pas besoin d'aller loin, on n'a pas besoin de se déplacer très loin. Ça peut être encore plus attirant pour les jeunes. Puis on en parlait aussi de beaucoup d'activités dans les écoles qui sont organisées pour montrer aux jeunes, pas nécessairement l'ornithologie, mais d'être en contact avec la nature. Si on les jeunes, on va développer. Oui, puis c'est ce qui est intéressant avec l'ornithologie, c'est qu'il y a des oiseaux vraiment partout. On peut être, même dans une cour d'école, il peut y avoir des oiseaux. On a un projet de conservation à Laval et ailleurs dans le sud du Québec, une espèce en péril. Tantôt, on parlait d'espèces en péril. Il y a le martinet ramoneur, qui est une espèce vraiment plus associée au milieu urbain, puis qui niche dans les cheminées, que ce soit des cheminées d'écoles, d'églises, de résidences. Puis quand on va dans les écoles, nous, on leur parle de ça, puis les jeunes sont vraiment fascinés par cet oiseau-là qui voit rentrer dans la cheminée. Qui porte bien son nom, ramoneur, rentre dans la cheminée. Oui. Bon, on va continuer encore notre petit tour. On n'a pas fini le tour du boisé. On va mettre ça dans le sac. Oui, on va traîner ça. Guides, on va essayer de voir au moins... Là, on a vu quelques espèces. On va voir si on peut en dénicher d'autres. Excellent. Là, on voulait aller se promener sur la berge. Normalement, il y a des roches ici, mais là, l'eau est un petit peu à nos pieds. Oui, c'est ça. Effectivement, l'eau est encore très haute après le fonte des neiges du printemps. Quand elle se retire, l'eau, c'est très le fun de marcher ici parce que tout est en roche, tout est en pierre. Donc, on peut vraiment marcher le long de la rivière puis être directement près de la rivière. Ce que je voulais ajouter sur les différentes espèces d'oiseaux, c'est que c'est le fun, c'est que là, en marchant sur les roches, c'est complètement un autre peuplement. Donc, c'est d'autres espèces d'oiseaux qui peuvent être observés. Là, on a vu un peu passer des... Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'on a vu des... Là, il y a au moins 3 espèces d'hirondelles qui volent devant nous présentement. L'hirondelle rustique, l'hirondelle à front blanc, puis l'hirondelle de rivage. Donc, on est sur un rivage. Ah ouais, ça tombe bien. Ça tombe bien. Donc, déjà 3 types d'hirondelles. On a vu voler des bernaches. Il y a plusieurs espèces de canards. J'ai vu évidemment un canard colvert qui est passé en vol. J'ai entendu aussi un chevalier grivelé, donc un petit oiseau de rivage encore. OK. Donc là, c'est vraiment d'autres choses ici. Là, oui, c'est vraiment comme je disais plus tôt, c'est vraiment une communauté un peu différente de ce qu'on a à l'intérieur de la forêt. C'est ça. Bon, on arrive déjà vers la fin de notre périple dans l'Orée-des-Bois. Et là, on finit sur vraiment un beau coin. On est une petite passerelle. On a la rivière ici. Là, il me semble qu'on entend vraiment beaucoup d'espèces à la fin ici, à la sortie. Oui, là, on est à la jonction de plusieurs habitats. Il y a le cours d'eau, il y a la forêt, on arrive près des résidences. Donc, il y a vraiment un beau mélange d'espèces qu'on entend présentement. Ah ouais, donc on en aura vu quand même quelques-unes, mais plus entendues. Toi, tu en as répertorié plus qu'une vingtaine. Une vingtaine environ. Ah ouais, une bonne vingtaine. Donc une belle découverte, l'Orée-des-Bois. Oui. Revenir assurément. Ouais, là, oui. Assurément. Soit très tôt le matin. Oui, sûrement. Oui, c'est ça. Venir ici plus tôt. Non, vraiment très, très beau. Merci beaucoup, Chantal, de nous avoir fait découvrir cet endroit-là. Merci, Jean-Sébastien, d'être venu explorer. Avec tout ton équipement, j'espère qu'on ne t'a pas trop épuisé. Non, c'est... L'équipement qu'on traîne, rarement tout ça ici. Mais quand même une belle découverte. Merci beaucoup. Et on va très certainement vous retrouver ici ou ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour encore vous faire découvrir un autre parc de Laval. Et cette semaine, profitez-en!
pour mettre le nez dehors.